jeffillion.com. Bon, ben, on vient d'avoir une ouverture avec Gilles Parent. Gilles, on a fait ça dans le Prime, que je vous disais. Donc, Gilles était en feu pour le 2 pour 1. On n'a pas eu le choix de reprendre ce bout-là du Prime et vous le donner pour le live parce que son explication est quand même bonne. C'est très différent de tout ce qu'on entend. J'ai hâte d'entendre Yann Sénéchal sur ce qui s'est passé hier. Donc, Gilles nous racontait que lui, à un moment donné, il va falloir se brancher. Puis, en tout cas, il y a une certaine vision. Moi, je suis un peu plus basic sur les décisions de là. Lui, il met le blâme beaucoup sur François Legault, qui est plus suivable depuis un bout, puis il a raison. Mais est-ce que le maire Marchand peut encore être maire de Québec en sachant que... Et moi, contrairement à Labaume, j'ai rien contre l'homme. Là. Labaume, l'homme, Filion, l'homme, et Labaume, l'homme, on était pas capable de se sentir. Donc, on pouvait des fois se pogner un peu, mais j'ai pas cette même relation avec Bruno Marchand. Donc, il n'y a rien de personnel dans ce que je dis, sauf qu'il a tellement mis toutes ses œufs dans le même panier depuis le début, Yann, et malheureusement pour lui, ça a mal viré, parce que là, c'est carrément coupé dans le cul qui s'est fait donner hier, ça fait te mettre dehors quasiment du bureau du premier ministre en disant « Tu nous donnes le projet, tu t'en vas. » Là, la queue entre les deux jambes, il n'y a rien qui marche. Et tous les projets que ce gars-là avait, la vision de la ville, toutes les affaires dans le day-to-day, un peu niaiseuses, il ne nous en a jamais parlé. Même quand on lui parlait de déneigement sur la rue Cartier, il devenait un peu bougonneux. Tu voyais que ça ne l'intéressait pas, alors que les gens, en plein vendredi soir, se ramassaient avec une rue bourrée de neige depuis 3 jours. C'est des affaires qui ne l'intéressent pas. Est-ce qu'il y a encore la crédibilité? Est-ce qu'il doit encore être maire de Québec ou il va être un canard à pattes cassées pendant les 2 prochaines années? Ça dépend de son attitude dans la défaite, parce que c'est une méchante défaite qui vient d'embarquer. Je veux dire, hier, il y avait Geneviève Guilbeault avec son fouette qui l'attendait. Je veux dire, quand il sort Bruno Marchand et qu'il dit « On s'est parlé, moi puis François Legault, dans le blanc des yeux. » Non, t'étais pipi gazette à terre puis Guilbeault à toi de chais. Ils ont tué ton projet. T'as tout mis tes efforts, tes énergies là-dessus. Il a l'air brûlé présentement. Il a brûlé tout son capital politique. Il a brûlé toute son énergie sur ce projet-là et ça a fait patate. Là, il est dans une position où est-ce qu'il doit se revirer de bord et se questionner. Premièrement, est-ce que je reste? Parce que c'était pas une élection référendaire, mais il l'a dit lui-même, c'était quasiment une élection référendaire. La raison qu'il a été élu, ça prouvait qu'on avait besoin du tramway. Ben, historiquement, quand tu fais des élections référendaires, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tu démissionnes après. Jacques Parizeau, après le référendum de 95, il n'est pas resté longtemps, là. Fait que ça, c'était le danger. Il a vraiment brûlé tout son capital politique. C'est une catastrophe au niveau de la stratégie de son bord. Il a été niaisé par le gouvernement. Dans la dernière semaine, je veux dire, tout le monde savait que la journée que Bruno Marchand se pognait avec Guilbeault, c'était fini. Puis malgré tout, il a continué, il a persisté, il a signé avec son projet. Là, il doit faire une chose, c'est dire, OK, il faut que je me trouve d'autres enjeux, je refasse une crédibilité et je revienne sur mes priorités. Il y en a des enjeux dans la Ville de Québec. Puis, lâchez-moi les grands projets d'infrastructure. Le fédéral, ils n'ont plus une scène. Le provincial, ils n'ont plus une scène. Vous avez vu la mise à jour économique, là? Des déficits encore pour 5 ans. On est à 3 milliards de déficit présentement. On n'a pas une scène pour ces projets-là. Le 3e lien ne se fera pas. Le tramway ne se fera pas. Passons à autre chose. Passons à des vrais sujets. Il y en a des vrais sujets. Écoute, la gang de l'Immédiat que tu as reçu, Jérôme Blanchet-Gravel, cette semaine, le reportage qu'ils ont fait sur l'itinérance, sur le fentanyl dans la Ville de Québec, c'était des choses qu'on voyait à Vancouver il y a 5 ans. Oui, c'est rendu chez nous. Et là, c'est rendu chez nous, c'est rendu dans le quartier Saint-Roch, tout ça. C'est directement le type de sujet qui devrait intéresser Bruno Marchand, le gars qui était chez Centraide avant. Il devrait s'intéresser à des choses comme ça. Ce serait beaucoup plus facile pour lui d'avoir un vrai impact. La bouchée généreuse, name it. Organise-toi pour avoir un vrai impact pour les citoyens de ta ville sur les vrais enjeux. Je veux des patinoires avec un toit sur le dessus puis des patinoires réfrigérées qu'on puisse y aller là. On puisse déjà jouer là et qu'on puisse jouer en avril, dehors. Parle de ça depuis longtemps. Personne qui veut faire ça. On n'a pas une encore dans la région de Québec. Il y en a une, je pense, à Stoneham ou dans le coin de Beaupré. Il y en a une à Shannon. C'est ça, exact. Mais la Ville de Québec, il n'y a rien. Ville de Québec, ville nordique, il n'y a rien. On va attendre milieu, 3e semaine de décembre pour avoir une patinoire. Il y en a qui vont dire c'est des sujets niaiseux. Mais non, c'est pas niaiseux. Et c'est des affaires de base, c'est ça. Les gens qui travaillent à la ville, mon père a fait ça toute sa vie. Et c'était ça qui s'occupait. C'est des patentes de même. Mais j'ai une question pour toi, pareil. OK? J'ai fini avec ça tantôt en parlant avec Gilles. Il y a quand même, tu sais, on aura des... Je comprends que là, on a une pause parce qu'il y a un dur réveil au niveau économique avec toute l'inflation, puis
On le voit, là. Il y a une pause économique. Parlant à n'importe qui, là, il y a une pause chez les gens. La folie COVID, après COVID, est vraiment terminée. Mais En fait, au niveau économique, quand tu parles aux manufacturiers du Québec, ils vont pas mal te dire la même chose. Les ventes au Québec droppent beaucoup par rapport à 2022. On n'est pas revenu au niveau de 2019, mais par rapport à 2021-2022, ça a droppé énormément, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis. oui, aux États, ça roule au fond. Ça roule au fond, Exactement. au fond. Au fond. Donc, disons, on est dans une situation, on a abusé de la COVID plus que les autres, donc on en paye un plus grand prix. Puis le Québec particulièrement, c'est là où l'inflation. Donc, on a un bout là, à manger notre pain noir, c'est clair, mais il y a des choses qu'il va falloir faire. Tu sais, le troisième lien, les deux ponts sont maganés. Là. On risque on est au niveau sécuritaire, là, on n'est pas bien avec les deux ponts qu'on a là. Il va falloir penser à quelque chose, mais prenons ce temps-là pour regarder quelque chose de vraiment... Moi, ça fait longtemps que j'en parle. On avait donné le mandat à Buzu dans le temps de faire le tour des projets de tramway dans le monde, dans les pays industrialisés, où le coût de la vie est à peu près le même que le nôtre. La différence par kilomètre des projets, on était à des années-lumière plus cher que tout le monde. Puis là, on n'était même pas au prix d'aujourd'hui. Imaginez-vous aujourd'hui. Là, je regardais cette semaine le projet de Edmonton de 13 km qui a coûté 1,8 milliard, qui a été livré pourtant 2 ans plus tard que prévu. On peut sortir plein d'exemples que les gens qui t'écoutent t'envoient sans doute par les différents moyens qu'ils ont de communiquer avec nous autres. Des exemples d'un projet de pont, une place, d'une autoroute à une autre place, d'un tramway, d'un ci, d'un ça, d'un métro, peu importe. Bâtir une école, bâtir une autoroute, bâtir... Il va falloir régler ce problème-là avant de commencer à rêver un autre projet. Parce que ce qu'on a réalisé là, avec le REM, avec la construction des bâtisses pour les vieux, avec la construction d'écoles, avec les réparations, de n'importe quoi, le projet de tramway, ce qu'il faut retenir de ça, là, trop cher. C'est que c'est plus maintenant 10 %, c'est maintenant 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai vu du 8 fois plus cher qu'ailleurs. Donc, tant qu'on n'est pas capable de ramener ça au vrai prix, on ne peut plus rien faire. On est en train de s'appauvrir par nous-mêmes avec nos propres projets. Puis le pire dans tout ça, c'est que le premier réflexe qu'on a quand on dit ça, des choses comme ça, que dans tous les projets d'envergure, on se fait fourrer sur le prix, les gens, naturellement, vont avoir le réflexe de collusion-corruption qui vient en tête immédiatement. Puis c'est normal. C'est parfaitement normal. Mais j'avais des discussions à un moment donné avec un de mes clients, puis il m'expliquait, écoute, ce que les gens doivent comprendre, c'est que nos institutions publiques, quand ils font des appels d'offres, on a une tendance à fucker le chien tout le temps. Je t'explique. Pourquoi le projet du tramway coûte 12 ou 13 milliards selon le consortium, puis éventuellement le consortium n'est même pas capable de le financer avec une banque, puis il se retire? C'est-tu parce que le Christie de tracé a été fait par un politicien, puis on a rentré ça dans un appel public d'offres, puis là on a dit « Faites-moi ça, s'il vous plaît ». Le gros du bug vient de là. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est de dire « Voici notre problématique. On a des gens dans ce secteur-là, on veut les déplacer dans ce secteur-là, on veut que ce soit un moyen de transport collectif, que ce soit le moins dispendieux possible, on va vous aider s'il y a des expropriations à faire ou pas. Dessinez-nous la meilleure solution, s'il vous plaît. » Si tu demandes à une firme d'ingénierie ou de design de faire ce type de projet-là, ils vont arriver avec des solutions qui font du sens. Mais si tu essaies de faire passer un projet très précis sur un tracé très précis, puis tu demandes aux ingénieurs comment ça me coûte, t'es sûr de te faire fourrer. Oui. T'es sûr, parce que c'est peut-être pas là le chemin optimal à décider. Tu peux pas demander à un politicien de déterminer le chemin optimal. Puis l'exemple qu'on m'avait donné, c'est un exemple dans l'armée canadienne. Un tank. Un tank, c'est assez standard quand tu achètes ça, là. Ben, des fois, on arrive et on a des petites particularités. On demande aux designers du tank, ouais, nous autres, on aimerait ça qu'il n'y ait pas de radio à l'intérieur de nos tanks. Ah, mais là, t'as peu, là, ça vient de base. Je peux pas les enlever. Ouais, mais j'aimerais ça que tu les enlèves. Ah, mais là, ça fuck ma chaîne de montage, blablabla. Tu augmentes le prix de 10, de 15, de 20 % juste pour enlever la radio AM/FM dans le tank. Oui. Parce que tu as une petite particularité. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au niveau des entreprises, pour être efficace, pour obtenir des niveaux de productivité élevés, pour avoir des prix qui ont encore du bon sens en 2023 quand on produit quelque chose, il faut que ce soit relativement standard. Mais les fonctionnaires du Québec, quand ils designent des appels d'offres, ils mettent toutes sortes de petites particularités qui servent à rien là-dedans. Oui, c'est sûr. Les écoles labs, c'était ça. Là. Ben, les écoles labs, c'est ça. L'exemple que moi, je donne souvent, c'est la patente. Parce qu'on a
on a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dedans. Donc, on sait comment est-ce que c'est rendu fou, là, mais les salles pour personnes âgées dans les genres de CHSLD de luxe, Oui. tu sais, regarde ce que Logisco va faire comme hôtel annoncé, mettons, sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord ou n'importe quel projet d'hôtel à Montréal. Tu regardes et tu dis, OK, ça revient à 185 000, la chambre d'hôtel. Puis pourtant, il y a du beau stock dedans, il y a de la décoration, il y a des meubles, il y a 2 lits, il y a des bons matelas, il y a du granit ou du quartz dans la chambre de bain, il y a une belle douche, il y a une belle réception invitante, il y a une belle piscine qui est calculée dans le prix en arrière, il y a une place pour déjeuner qui est là. Tu sais, c'est quand même bien, les couloirs sont bien faits, ça soit bien insonorisé, pas que les gens entendent quand c'est plus bruyant, etc. Et ça revient à 186 000 la chambre. Donc là, tu dis, comment on peut revenir à 1,2 million? Je comprends qu'il y a du tatouinage, de plein de demandes complètement loufoques, mais il y a de quoi dans le système aussi qui fait, puis je parle pas de corruption, là, je parle de syndicats, de patentes de cartes avec plein de métiers. Il y a une histoire là-dedans. Là. Mais la réglementation. C'est ça, il faut s'asseoir puis se dire, ben voyons, si le gars de l'hôtel fait une chambre d'hôtel de luxe quasiment à 186 000 $, c'est quand même un hôtel qui est fait pour une bannière de Hilton. Sacrement, comment ça se fait qu'il arrive à 186 000 puis nous autres, une chambre? Oui, je comprends que dans la salle de bain, il y a une place pour se tenir, puis il y a un lavabo qui a une patente un peu particulière. Mais c'est quand même une chambre avec un panneau de simili-bois pour donner un look. Il y a une fenêtre, il y a un plancher en époxy, puis ça finit là. Dans la réception est très cheap. Ça arrive à 1,2 million. Il y a plein de lumières qui nous disent qu'on est dû pour une pause, puis on est dû pour faire un... Puis je sais que quand on dit ça, on passe encore des chialeux. On passe encore du monde. Ah, oui. Jeff chiale dans son sous-sol. Chris, on est en train, la gauche et la droite, tout le monde, incluant GND et ses amis, on est en train de s'auto-appauvrir à faire ça. Certainement. C'est un problème de tout le monde. C'est pas un problème d'une partie de la population. C'est un problème pour les 8 millions de Québécois, ça. On donne le pouvoir à des gens qui n'ont jamais géré une business de leur vie, à des gens qui sont full patch syndiqués, full patch pensionnés, full patch conventionnés, de prendre des décisions comme s'ils étaient des entrepreneurs avec l'argent des autres. La base du problème, c'est juste ça. C'est juste ça, la base du problème. Simplifions nos appels d'offres. Faisons plus de partenariats public-privé. Tu sais, on dit, là, ah ouais, mais il y en a eu des PPP dans le temps, puis on s'est ramassé dans des situations où ça coûtait trop cher. Ouais, mais les fucking PPP, là, c'était la même affaire. Les fonctionnaires venaient fucker le chien dans la patente. Oui. Un vrai PPP, c'est de dire, regarde, j'ai tel besoin, très simple, déplacer des personnes du point A au point B, loger des vieux. C'est ça ton appel d'offres. Combien, je te fais une soumission, là, je veux une bâtisse, puis je veux rentrer 1000 vieux là-dedans. OK? Puis voici le genre de maladies qu'ils ont, puis de problématiques de déplacement qu'ils ont, puis de problématiques de leur côté. Design-moi ta solution. Puis on va prendre la meilleure solution que vous nous designez. Ben là, t'es vu quelle couleur, les murs des champs? M'en sac! Design la solution. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on fait. Les fonctionnaires ont les deux mains là-dedans. Puis oui, ça ouvre la porte à de la collusion, de la corruption, parce que si tu as un de tes chums qui, lui, il travaille avec un matériel très spécial que les autres concurrents n'ont pas, ben tu vas exiger ce matériel-là pour t'assurer que ton chum l'ait, le contrat. C'est ça qui se passe au Québec. Ouais, c'est sûr. Personne n'en parle, personne ne le dit. Parce que oui, c'est triste pour bien des gens de voir le tramway mourir, mais comment vous vouliez que ça se fasse? Vous êtes arrivé avec une solution à 12 milliards. Vous nous avez fait à croire que parce qu'il n'y aurait pas de profit, puis parce que la ville connaissait bien sa ville, ce serait 8,4 milliards. Puis le maire Marchand, dans l'annonce, avoue lui-même. Ça, ce bout-là de la conférence, il n'y a personne qui a tiqué là-dessus. Moi, j'ai steppé ça d'eau sur ma chaise quand j'ai entendu ça. La première partie de la première phase, qui était intéressant avec elle de le construire par phase comme ça allait permettre à notre équipe de gagner en expérience. Tabarnak! On fait des tests, c'est un lab. C'est tout tombé sur la tête. Ah oui, c'est un genre de camp de perfectionnement pour nos employés. Mais voyons, non, c'est quoi cette affaire? S'amuser avec des milliards. Même les milliards ne veulent plus rien dire. L'argent n'a plus de valeur. Je pense on le dit depuis longtemps, on est dû pour se faire saisir les ouïes un peu et comprendre qu'on joue avec beaucoup d'argent. Parce que, ultimement, c'est un peu ce que je disais à Gilles, ultimement, ce que les gens ne sont pas capables de réaliser, c'est que donner le pouvoir à ces gens-là d'aller se péter à la gueule, c'est que ça va finir par une augmentation pour chacune des maisons en moyenne d'à peu près 1500 $ à 2000 $ du compte de taxes. Donc, ça veut dire que des gens qui viennent prendre de leur retraite, que leur hypothèque est payée,
qui voient leur coût fixe augmenter, Hydro qui s'énerve d'un bord, la ville qui a perdu le contrôle de sa dette qui est toujours augmentée, etc., etc. Écoute, on l'a vu, là, à Montréal, il y a des augmentations de 15 à Ville d'Anjou, 15,9 à Ville d'Anjou. Donc, imaginez-vous, ça, ils créent des précédents qu'ils sont capables de faire anytime. Là. Des augmentations de 14-15 dans les villes, ils vont être capables de le faire. Et là, on s'en va avec du monde qui ne sont pas capables de garder leur maison parce qu'ils viennent d'arrêter de travailler, ils ont des revenus fixes, mais l'inflation va faire la job, les coûts vont... Et là, ils vont se ramasser et être pris pour vendre leur maison. Ça va être des affaires, ça va être des crises majeures qui vont arriver, là. Écoute, on avait des chiffres dans les médias cette semaine pour la Ville de Montréal. C'était capoté, là. 22 000 employés municipaux sur l'île de Montréal en 2015. Aujourd'hui, ils sont rendus 28 000. Oui. Ils fouillent dans nos poubelles. Je veux dire, on est rendu où? La baisse de la qualité des services est très forte. Je veux dire, tout le monde se rend compte que les services baissent de qualité. Tout le monde se rend compte que son compte de taxes monte plus vite que l'inflation. Oh non, je le sens l'inflation. Arrête, vous jouez ces rôles d'évaluation. Moi, l'année passée à Lévis, c'était 10 là. Je veux dire, Maire Lehouillier, qu'est-ce qui m'a donné de plus à Lévis pour m'augmenter de 10 Fucking rien. Tout ce que je sais, par contre, c'est qu'ils commencent à jouer dans nos poubelles, par contre. Ça, moins de poubelles? Aux 2 semaines? Ils n'ont pas encore touché trop à ça, de ce que je comprends, mais ils commencent à l'inspecter. Christine, demande de mettre des cadenas sur les poubelles pour pas que les inspecteurs arrivent. mais là, ils inspectent les poubelles. Ils checkent voir si c'est du gazon ou des feuilles dedans. Voyons donc, c'est vrai, ça? C'est ça qu'ils checkent. Ben voyons donc. Là, ils donnent des avertissements. OK. T'as pas encore d'amende. Ouais, ça va venir, par exemple. Mais on vit dans une société présentement qui vit au-dessus de ses moyens. Les villes, les grandes villes, Québec, 20 tout près de 20 des dépenses de la Ville de Québec, c'est le service de sa dette. Mais ça, c'est de la vieille dette. Ils n'ont pas encore renouvelé avec les forts taux d'intérêt la plupart de leurs obligations. Ouais, c'est ça. Naturellement, ils vont avoir un taux de croissance très élevé de ce côté-là. Même chose pour le gouvernement provincial. Même chose pour le fédéral également. Là, on s'apprête à voir les coûts augmenter. Dans le dernier budget d'Éric Girard, j'étais là, j'étais présent, je l'ai fait, le vrai exercice budgétaire. Le scénario de base pour 2023, là, c'était qu'il n'y aurait pas de récession. L'inflation allait se calmer tellement qu'on allait vivre des baisses de taux d'intérêt. Les employés du gouvernement acceptaient l'offre gouvernementale telle qu'elle. Là, tu es là, tu te dis, man, t'avais des lunettes roses pas pire, hein? Ouais, là, il y a un petit wake-up call, là. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de récession. Mais là, ils viennent de faire la mise à jour économique. Dans la mise à jour, ils disent, écoute, on réduit nos projections de croissance économique de l'année prochaine. On pensait que ça monterait d'1,4. On va dire que ça monte de 0,7. By the way, Desjardins eux-mêmes disent que c'est 0. Oui. Mais le gouvernement, eux autres, sont à 0,7. Ils sont dans le scénario optimiste, eux autres, là. Puis tu es dans une situation où tu arrives, tu te dis, OK, tu réduis ces perspectives de croissance-là. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la mise à jour économique? C'est pas que tu continues à faire des déficits. Non. Les journalistes, c'est quoi? On met l'emphase sur quoi? Ah, il y a des nouvelles sommes pour l'itinérance. Il y a des nouvelles sommes pour l'adaptabilité au changement climatique pour les villes. Toutes les nouvelles sommes qui sont dépensées, c'est pour les villes. François Legault n'est pas capable de supporter la chaleur des maires communistes du Québec qui lui mettent de la pression jour après jour dessus. Là, il va falloir qu'un moment donné, là, Papa Legault, là, il fasse sa job, puis qu'il dise aux petits maires et aux petites mairesses là, que c'est assez. Là. Il n'y en a plus d'argent. Oui, mais là, ils sont tombés. Les autres, ils savent peser sur quel piton, là. Tous les problèmes vont se régler par 2 affaires, le logement social puis les changements climatiques. Tout ce qui arrive dans leur tête, c'est les changements climatiques. Tout le monde se sert de ça en ce moment. Les compagnies d'assurance, les villes, etc. Tout le monde se sert des changements climatiques en ce moment pour aller chercher le qualité de l'argent. Il y a juste nous autres qui ne le fait pas. Il y a juste nous autres qui est assez cave pour ne pas se trouver une idée pour le faire. Mais tout le monde le fait. Ah, c'est une catastrophe. Puis quand tu regardes réellement la priorité des citoyens de ces municipalités-là, tu sais, moi, là, la politique municipale, ça ne m'a jamais intéressé, pour vrai, là. C'était jamais dans mes priorités. Mais je suis obligé de te dire qu'en 2023, la gangrène est pognée dans la politique municipale, puis le problème vient principalement de là. On a moins de troubles avec le fédéral puis le provincial qu'on a avec le municipal présentement. Oh oui. Oh oui. C'est une catastrophe ce qui se passe. Les gouvernements de proximité... Beaucoup d'émotifs QS communistes qui mènent les patentes, là. Ça, c'est une autre affaire. Tu as vu ce qui est arrivé avec la mairesse de Chappé? Ah, la plus jeune mairesse au Québec. 23 ans, je ne sais pas combien, je pense qu'ils sont 2000 personnes dans la place, à poigner les nerfs, elle n'est plus capable, regarde. Ça, il va falloir allumer, là. Quand être mairesse, là, ou maire, là, ça prend
Ça prend des diplômes, ça prend un peu de vécu, ça prend une vision, ça prend un peu de... C'est bien beau la jeunesse, là, mais la jeunesse, souvent, c'est que tu n'as rien vu dans ta vie. Et là, ben, rendu à bout du rouleau. Et rendu au bout du rouleau, ça va. Sauf que quand tu vas sur les réseaux sociaux de Manon Massé hier, ben Manon Massé défend la jeune. Elle dit, écoute, elle, là, elle a travaillé fort. Il y a eu des problèmes avec les incendies de son côté. Elle a fait du 12 heures par jour. Hey, 12 heures par jour, c'est des semaines de 84 heures. Arrête de me fucking niaiser, Manon. Là. Ben oui, tu me niaises-tu? Mais on est dans une position où est-ce que Manon Massé avait les deux mains sur cette mairesse-là. Puis quand tu grattes un peu puis tu fouilles, qu'est-ce que tu te rends compte? C'est que Québec solidaire, là, sont peut-être pas bons dans les sondages, puis ils ont peut-être bien de la misère à sortir de l'île de Montréal, mais il y a quelque chose qui n'ont pas de misère, par contre. C'est infiltrer des organisations communautaires et infiltrer les municipalités du Québec. Les écoles. Et les écoles. Et les écoles. Ils sont partout. Québec solidaire, c'est un parti de communistes hyper motivés à implanter leurs idéologies. Et malheureusement pour nous, ils ont compris une chose. Ce n'est pas au niveau national ou même fédéral que ça se gagne, ces changements idéologiques-là. Ils se gagnent à la base. Dans les Ils villes. font une job de grassroots. Ouais. Donc, puis le pire dans tout ça, là, c'est que nous autres, les tatas, là, on finance via nos taxes et nos impôts des organismes communautaires où est-ce que c'est super facile d'avoir des subventions. À un moment donné, il va falloir le dire, dans la Ville de Québec, un des principaux problèmes qu'on a, c'est l'argent qui vient du public, du gouvernement du Québec, pour financer à peu près tous les organismes tout croche qu'il y a dans le Salaberry. Là. Exact. À un moment donné, il va falloir régler cette affaire-là. C'est Étienne Grandmont qui est... Lequel député, c'est Grandmont? Grandmont. C'est Grandmont qui était sur oui. 670 à la Berry. Là, l'autre, Christian Savard... Là, il se relance tout. « Ah, je suis d'accord avec Christian. » Ben oui, mais vous êtes la même gang dans le même bureau. Je comprends que tu es maintenant député, là, mais tu passes tes journées encore à cette place-là. Vous êtes toute la même gang. Mais il m'a dit une affaire. Pour 20-25 personnes dans un building, bourré de subventions, ils font une Christie job. Qu'est-ce qu'on attend pour faire l'inverse? Ah, puis de toute façon, là, avant, là, il faut réviser ça, ce bout-là, le financement des organismes. Ça arrivera pas. Ça marche pas. Mais ça arrivera tu pas. veux avoir de l'argent public, il va falloir que tu sois inscrit comme une charité. On va arrêter de donner de la... Tu sais, je veux dire, Jeff, demain matin, là, on s'ouvre un OSBL, puis on a les bonnes causes, puis on applique pour une subvention. Je suis sûr qu'on est capable d'en avoir une. La plupart de ces OSBL-là, c'est un président, une secrétaire. Des fois, ils se partagent le staff entre eux. Moi, je veux partir un podcast Green. Oui. Green Spotify. Je suis vers Spotify. OK. Donc, le go est vert. Oui, donc, oui, juste ça. J'ai une bonne base. On pourrait se partir un podcast Green. Pas grave. On le fait faire par n'importe qui, là. Mais on va chercher, je sais pas, une couple de 100 000 par année juste pour faire ce podcast-là que personne ne va écouter. Mais, regarde, why not? Ah oui. Mais nous autres, à droite, là, on est là, puis on s'ostine. Ah, Éric Duhem, c'est la bonne personne. Puis Pierre Poilievre, on n'est pas sûr. Hein. On est tout le temps là au niveau fédéral, provincial. T'sais, on voit le big picture, on regarde nos médias, tout ça. Mais on fait fucking pas la job au grassroots. Les gens à droite ne s'impliquent pas au niveau municipal. Les gens à droite, ils n'en ont pas d'organismes communautaires. Ils n'ont pas de personnel libéré par les syndicats. Jeff Gosselin s'est impliqué, lui, Jeff Gosselin. Jeff Gosselin à Québec s'est impliqué. Ouais. Écoute, les impacts sont petits. Je veux dire, on n'en a pas de gens de droite qui s'impliquent. L'opposition dans les villes dit la même chose que le parti au pouvoir. C'est ça que c'est revenu. C'est revenu. Mais Québec solidaire ont les deux mains partout. Québec solidaire, une chance que leur leader GND n'est pas bon. C'est vrai. Une chance. Mais Gazal s'en vient. Mais Gazal s'en vient, hein? Ben oui. Gazal s'en vient. Mais ce qui nous protège contre eux, c'est qu'ils ne sont pas vaillants. C'est la seule chose qui nous protège. Parce que honnêtement, avoir les ressources financières de la gang qui sont au Salaberry, là, on ferait du dommage en sacrifice. Oui. Ça serait capoté. Il y aurait des trains partout. On est efficace avec très peu de revenus parce qu'on est productif de nature, puis on se démène, puis tout ça. Mais on est peu. Puis on n'est pas financé par personne, n'importe quoi. Tu sais, je niaisais un peu la semaine passée quand j'ai fait la revue des gens qui vivaient du podcasting ou qui vivaient des réseaux sociaux maintenant. Qui parlent de politique ou tout ça. Mais quand tu y penses, là, il y a combien de petits organismes médiatiques indépendants aujourd'hui qui sont rentables versus les gros qui sont pas capables de faire une scène avec ça et qui demandent encore l'aide du gouvernement? Tu sais, je veux dire, on a un niveau d'efficacité qui est indéniable, mais on n'est pas capable
de se chamailler à armes égales avec cette gang-là parce qu'eux autres sont financés gras dur par le gouvernement. Exact. Puis, hey, je veux t'entendre, je regarde le temps passer vite, je veux t'entendre 2 minutes. Je veux t'entendre sur les négociations avec le gouvernement parce que là, on parle de coûts, et là, on regarde le budget tête, puis on regarde comment loin ils sont. J'ai vu des chiffres. Je ne sais pas si tu vas me dire que ces chiffres-là sont bons ou non, là, mais c'est ce que j'ai vu. Il semblerait que si on dit oui aux demandes des syndicats avec le nombre qui sont, c'est plusieurs milliards de plus par année juste pour les augmentations de salaire. Donc, j'ai vu un chiffre, 12 milliards de plus récurrents. Je sais pas si on n'a pas le moyen. Je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord. Je sais qu'il y a des bons profs. Je sais qu'il y a des profs qui méritent 100 000 par année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne méritent pas 50 000 par année, par contre. Et eux autres vont continuer à gagner 100 000 par année. C'est la même chose dans la fonction publique en général. On a besoin d'avoir une bonne fonction publique. Mais il y en a beaucoup qui ne méritent pas d'augmentation de salaire, qui ne méritent pas de garder leur job, qui ne méritent pas d'avoir la sécurité d'emploi et d'avoir une belle retraite parce qu'ils ne nous en ont pas donné pour notre argent. Ça, c'est un autre débat. Mais juste sur les chiffres, là, enlevons les émotions de là. Est-ce que le Québec a le moyen d'augmenter les syndiqués comme il le demande? Bien, la réponse est définitivement non. C'est l'affaire, c'est que la stratégie du gouvernement Legault, c'est la pire stratégie qu'il ne peut pas utiliser parce qu'avec cette stratégie-là, on n'avance à rien. Est-ce que le budget de la masse salariale du gouvernement devrait être gelé, voire même diminué? Définitivement, puis je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça doit être fait avec une offre patronale envers tous les syndiqués du gouvernement complètement ridicule en lien avec l'inflation qu'on a réellement vécue dans les 2-3 dernières années? Ben oui, effectivement, ça n'a pas rapport. Leur offre patronale au niveau individuel n'a pas de bon sens. L'affaire, c'est que si on avait un gouvernement qui avait un peu de colonne vertébrale, puis si on se donne la liberté de réfléchir sur qu'est-ce qui devrait réellement être fait, c'est pas trop compliqué. On devrait effectivement protéger les employés au niveau individuel pour les augmentations de prix de l'inflation. Donc, on devrait augmenter quand même probablement beaucoup les salaires des gens. Par contre, la masse salariale doit être gelée ou diminuée. Comment on y arrive? Le REGOP, sac-moi ça au vidange. Il n'y a plus personne au privé que ça. C'est fini, là, les fonds en prestations déterminées au privé. Pourquoi on garde ça au public? Aucune raison de garder ça au public. Ensuite de ça, il y en a trop de fonctionnaires. On peut-tu en mettre dehors là, pour vrai? Là? C'est le temps de faire des boîtes. Des boîtes! Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des profs qui sont vraiment bons, qui méritent 125 000 par année, mais il y en a d'autres qui méritent même pas 50 000? Puis le gros du problème dans ces négociations-là, au niveau des infirmières, au niveau des professeurs, c'est toujours le même. C'est qu'on a tout centralisé la négociation avec le grand-papa en haut qui décide de tout. La réalité, c'est si tu es un professeur dans le bas du fleuve avec le niveau de vie qui est pas mal plus faible que sur l'île de Montréal, tu es crissement plus riche dans le bas du fleuve. Ben oui. Tu vis beaucoup mieux. Tu accepterais probablement un salaire moindre là-bas pour faire la même job. Tandis qu'à Montréal, ça se peut que tu n'es pas payé assez cher. Puis à Québec aussi. Fait qu'à un moment donné, on a perdu toute cette flexibilité-là pour garder notre main-d'œuvre. Puis il faut que tu payes bien les gens si tu veux garder les meilleurs. Moi, j'ai toujours pensé que les écoles, tu crisses pour vrai là, les commissions scolaires dehors. Tu donnes un peu comme les écoles semi-privées, tu donnes une direction générale à l'école qui a un CA avec les parents qui sont là, qui est renouvelé peut-être probablement chaque année avec des parents que les enfants sont là. Donc, directrice générale, directrice des opérations, une secrétaire qui est là pour s'occuper de tout, qui fait tout. Et une négociation avec un syndicat de boutique ou pas de syndicat du tout, où tu as quelqu'un de RH qui rencontre tout le monde, qui négocie avec les profs. Ils sont 20-25 dans l'école. Au pire d'une polyvalente, ils sont 200. C'est pas grave, il y a 2 personnes qui négocient avec eux autres. Et tu y vas avec comment, tu sais, caméra dans les classes, tu peux voir, tu regardes les résultats aussi de par les résultats des examens des jeunes. Puis là, tu dis, écoute, là, lui, on a vraiment un bon prof. Là. Elle, il ne faut pas la perdre. Elle a eu une offre d'une autre école à 135 000 par année. On lui donne 140 000 la garde. Lui, Chris Léon. L'autre là-bas, tu le C'est une vraie décentralisation, ce que tu proposes. Tu permets aux directions de gérer leurs écoles et de négocier avec. Puis éventuellement, quand tu arrives en milieu urbain, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les meilleurs profs vont commencer à se magasiner les écoles parce qu'ils n'auront pas le même salaire dans chaque école. Voilà. Fait que ça va se battre pour les meilleurs, puis tout se règle naturellement, puis tu n'es même pas obligé de privatiser. Tu décentralises. Mais nous autres, non, au Québec, là, on va faire une négociation. C'est le gouvernement qui négocie. Le gros gouvernement central à Québec négocie avec tous les professeurs du Québec, avec toutes les infirmières en même temps. On fait chier toute la population en même temps. Qu'est-ce que ça arrive? Mais la population finit par abandonner, puis elle dit, écoute, taxe-moi, je t'ai écœuré des grèves, je suis plus capable.
Tu sais, puis je sais que c'est du financement par tête de pipe, puis je comprends très bien que dans des secteurs où c'est plus dur, il y a des quartiers où c'est plus dur. Il y a une possibilité que le gouvernement dise, dans ce secteur-là, quand il y a quelqu'un qui rentre à l'école, c'est 20 de plus de paiement par tête, parce qu'on sait que si on veut garder nos profs, on va devoir leur donner plus. Ça, c'est tout faisable. Mais la recette centralisée que le seul gros syndicat ou deux syndicats, les commissions scolaires et tout, sacrément, on sait que ça ne marche pas depuis longtemps et on continue. Moi, je connais des profs, mes enfants ont eu des profs qui méritent 200 000 par année, OK? Ils méritent 200 000 par année, ils étaient bons de même, ils ont eu des influences comme ça sur eux. Mais ils ont eu des profs aussi à 50 000, OK? Il y en a eu des profs à 50 000. Donc, ça existe. Arrêtons de faire semblant qu'on peut avoir une recette mur à mur pour tout le monde. Ça désavantage les meilleurs et ça donne beaucoup trop pas bon. Carrément. Mais on est-tu en train de parler de ça au Québec? Jamais. On essaie de négocier à rabais les employés de l'État. Donc, la conséquence de tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Les meilleurs profs vont se tanner, vont démissionner éventuellement. C'est un des corps de métier où est-ce qu'on perd le plus de monde. Il y a une hémorragie au niveau des professeurs. C'est épouvantable. Ben, réveillez-vous. Ça veut dire que les conditions de travail, puis là, c'est pas nécessairement juste le salaire, c'est probablement le fait que la direction, ils écoutent pas ou ils n'ont pas de liberté ou peu importe. Les conditions de travail font en sorte que les meilleurs profs choisissent de quitter. Exact. C'est une catastrophe. Comme les infirmières qui sont parties au privé ou dans d'autres secteurs carrément, parce qu'ils sont écœurés d'être maltraités. En passant, vous avez le droit de demander un autre boss là, dans vos négociations. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gouvernement mauvais qui vous gère avec une gang de fonds qui vous gère. Ça se peut que le meilleur planche de salut pour vous autres, en passant dans le secteur de la santé, c'est d'avoir des hôpitaux qui sont menés par des groupes qui gèrent des hôpitaux partout dans le monde. Ça se peut que... Parlez aux infirmières qui sont parties du Québec et qui sont allées travailler ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis avec ces grosses compagnies-là. Demande-leur, voir au niveau de la gestion, comment la différence. Puis les conditions se ressemblent. Ils ont des salaires peut-être un peu mieux. Bon, moins d'impôts dans les endroits où ils sont souvent. Mais tu sais, il n'y a pas... Mais la différence de la gestion et des opérations change la job du tout au tout. Puis on peut-tu se dire de quoi? L'infirmière qui travaille en urgence, qui a la broue dans le toupette, fair enough, peut-être qu'elle mérite un meilleur salaire. Le problème avec nos conventions, c'est qu'on n'est pas capable de donner. Il faut absolument qu'elle gagne le même salaire que l'autre qui a réussi à avoir son poste dans la clinique de vaccination puis il n'y a pas une crise de chat dedans. Exact. Voilà. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, mais aussi les podcasts avec Frank, Yann et Frank sur les différentes plateformes. Allez les voir, entre autres, Patreon. Thank you, man.